Sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire ? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude. Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de Lune ? Eh bien, d'une certaine manière, ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier. La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années. Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions ? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversaient des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur d'une magnitude allant d'1,5 à 5. Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, la Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se serait progressivement agrégée pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée ? Les scientifiques ont enfin tranché, il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant, l'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires, ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée
donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable, idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières pourraient être exposées à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe. Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé. Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé, explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes crêtes géologiques de la Lune change la donne. Si la Lune est encore géologiquement active, cela signifie que notre connaissance de ce satellite est bien plus limitée que ce que l'on pensait. Que cache encore la Lune? Sommes-nous prêts à accepter que ce satellite apparemment inerte puisse être plus dynamique qu'on ne le croyait? Les futures missions nous fourniront des réponses, bien que leur sécurité ne soit peut-être pas aussi assurée qu'on le pensait autrefois. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre.
Mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de deux planètes jumelles? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile. Suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau.
Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ses cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de Lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium, et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction. C'est si proche de nous, du moins en termes d'espace. Mais il y a encore tant de choses que nous ignorons sur la Lune. Par exemple, des chercheurs chinois ont collecté des échantillons de sol de la Lune et ont découvert qu'il pourrait y avoir des milliards de minuscules sphères de verre à la surface lunaire. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elles pourraient contenir d'énormes quantités d'eau. Ces minuscules sphères se forment lorsque des météorites frappent la Lune à des vitesses folles, parfois à des centaines de milliers de miles par heure. Lorsque cela se produit, une forte explosion envoie des morceaux de la croûte lunaire voler dans les airs comme du maïs soufflé. À mesure que ces morceaux de croûte refroidissent, ils créent de petites billes de verre qui ressemblent à de minuscules sphères scintillantes.
Ces billes sont si petites qu'elles ressemblent à des miettes éparpillées sur la surface de la Lune. Les scientifiques les appellent des vers d'impact. Et il se trouve que le sol lunaire recèle un ingrédient secret qui peut produire de l'eau. L'oxygène. Ainsi, ces petites billes de verre sont comme de minuscules capsules contenant de l'oxygène. Il y a un type particulier de vent appelé vent solaire, composé de protons et d'électrons. Lorsque les protons entrent en collision avec les capsules, ils se mélangent à l'oxygène à l'intérieur et finissent par produire de l'eau. Mais la partie la plus étonnante est que certaines de ces boules de verre contenant de l'eau se cachent sous une couche de poussière lunaire appelée régolithe. Ainsi, si nous partons en mission sur la Lune, nous aurons des réservoirs d'eau cachés sous terre. C'est comme si quelqu'un avait préparé des conserves pour notre survie. Parce que vous ne pouvez pas boire cette eau directement de ces perles de verre, vous êtes censé les collecter puis les faire bouillir dans un four pour extraire l'eau. Lorsqu'elles refroidissent, elles libèrent de la vapeur, de sorte que vous aurez de l'eau liquide ordinaire dans une bouteille. De cette façon, les astronautes en mission pourront rester plus longtemps là-haut en tenant compte de ces réserves secrètes. Et le plus cool, c'est que ces billes de verre sont très répandues sur la Lune. Elles sont dispersées des pôles à l'équateur, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir suffisamment d'eau même pour des générations qui pourraient venir y vivre un jour. Il y a aussi d'autres endroits dans l'espace où nous pouvons trouver de l'eau. Par exemple, les scientifiques ont découvert un nuage extrêmement vaste de vapeur d'eau situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Pas à portée de main, bien sûr, mais c'est tout de même bon à savoir. Et on parle ici de quelque chose de plus grand que nous ne pouvons imaginer. On pense que le nuage contient au moins 140 milliards de fois la quantité d'eau présente dans tous les océans et mers de notre planète natale. Imaginez nager ou faire de la plongée sous-marine là-bas. C'est comme plonger dans un énorme ballon d'eau qui voyage à travers l'espace. Je veux dire, vous n'auriez pas de sortie compte tenu de la quantité d'eau qui s'y trouve, mais au moins, la vue serait magnifique. L'eau est en réalité omniprésente dans notre système solaire. Elle se présente principalement sous forme de gaz atmosphérique ou de glace, et parfois même sous forme liquide. Il existe probablement aussi de nombreux mondes aquatiques dans notre galaxie. Des scientifiques de l'université de Copenhague ont découvert de nouvelles preuves passionnantes sur la formation des planètes dans notre système solaire, et au-delà. Leurs modèles informatiques ont confirmé la théorie intéressante de l'accrétion de cailloux, ce qui signifie que les planètes se forment à partir de petits morceaux de glace et de poussière. Cette théorie est basée sur l'observation de disques autour de jeunes étoiles composées de cailloux, représentant plusieurs centaines de masses terrestres. Au fur et à mesure que ces cailloux se heurtent et s'agglomèrent, ils forment des protoplanètes et, finalement, des planètes. Ce qui est encore plus passionnant, c'est que l'eau pourrait être un ingrédient important dans la formation de cette planète. Cela signifie également que l'eau n'est peut-être pas arrivée sur Terre par hasard, par exemple, via des comètes glacées percutant notre planète. Au lieu de cela, peut-être qu'elle était présente depuis le tout début. Peut-être que les planètes de notre voisinage, comme Mars et Vénus, se sont formées avec de l'eau également. Les scientifiques disent également que nous ne devrions pas supposer que nous sommes un cas particulier simplement parce que nous avons de l'eau. Il pourrait y avoir de nombreuses planètes dans toute notre galaxie de la Voie lactée, aussi grandes que la Terre, qui contiennent également de l'eau. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux mondes dans notre galaxie avec des continents et des océans. Ce qui pourrait également signifier qu'il y a une grande quantité de vie là-bas qui attend d'être découverte. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau quelque part que cet endroit serait un bon choix pour des vacances d'été interstellaires pour les générations futures. L'eau sur de nombreuses planètes est probablement emprisonnée dans la roche ou remplie des océans souterrains. Les chercheurs ont examiné plus de 40 exoplanètes que nous connaissons. Elles sont toutes plus petites que Neptune et situées autour de ce que nous appelons des étoiles naines rouges. Celles-ci représentent 80% de toutes les étoiles que nous connaissons dans notre galaxie. Elles sont plus froides que notre Soleil et également le plus petit type d'étoile brûlant de l'hydrogène. Et il pourrait y avoir plus de planètes avec des quantités énormes d'eau que nous ne le pensions. De plus, cette eau peut représenter jusqu'à la moitié de la masse totale de ces planètes. Les scientifiques le savent car ils ont étudié la densité de ces exoplanètes. Ils ont réalisé qu'elles sont trop légères
pour être entièrement constituée de roches. J'ai mentionné Vénus auparavant. Aujourd'hui, c'est une planète chaude et rocheuse, un peu plus petite que la Terre, avec une atmosphère sèche et seulement quelques traces de vapeur d'eau. Elle est également très pauvre en oxygène. Mais à ses débuts, la planète était peut-être un monde complètement différent avec de l'eau liquide et même des nuages, ce qui signifie qu'il est possible qu'il y ait eu de la vie. Et si Vénus avait autrefois ressemblé à la Terre, avec des océans et des températures modérées? Ce serait formidable si cela était resté ainsi car ces conditions semblent propices au développement de la vie. Nous serions probablement en train d'écrire des lettres à quelques-uns de nos amis de l'espace là-bas, ou de leur rendre visite déjà. Mais le scénario a pris une direction différente pour Vénus il y a environ 700 millions d'années. La planète est devenue si chaude qu'elle a perdu tout son oxygène. C'est pourquoi elle n'a pas pu former d'eau liquide à sa surface. Au lieu de cela, elle a développé une atmosphère épaisse composée de dioxyde de carbone, ce qui a rendu ce monde encore plus chaud que Mercure, même s'il est 2 fois plus éloigné du Soleil. Même les comètes glacées qui la bombarderaient ne pourraient pas ramener de l'eau à sa surface. Nous ne pouvons pas le faire non plus de manière artificielle. Ce serait comme essayer de faire pousser une fleur délicate dans un désert. Peu importe la quantité d'eau que vous lui apportez, si les conditions sont trop sèches et rigoureuses, la fleur ne survivra pas. Mais certaines personnes pensent que l'eau présente dans l'atmosphère de notre voisin proche pourrait être suffisante pour le développement de la vie. De plus, les scientifiques ont découvert un composé appelé phosphine, qui est souvent associé aux organismes vivants sur Terre. Peut-être que dans le passé, cela était suffisant. Aujourd'hui, la quantité d'eau sur Vénus est si insignifiante que même nos microbes les plus résistants, extrêmement tolérants à la sécheresse, ne pourraient y survivre. La phosphine est toujours une découverte intéressante qui mérite d'être étudiée, mais ce n'est pas quelque chose qui indique qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Jupiter pourrait être une option plus probable pour cela. La sonde Galileo a traversé l'atmosphère de ce magnifique géant gazeux pour mesurer la température et l'activité de l'eau. Elle a découvert qu'il y avait suffisamment d'eau pour que la vie existe dans les nuages de la planète. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de nutriments là-bas. De plus, il y a trop de radiations ultraviolettes, donc la plupart des organismes ne seraient pas capables de survivre là-bas. Et tout le monde connaît Europe, l'une des lunes de Jupiter. C'est cet endroit même dans notre système solaire qui a les meilleures chances de soutenir la vie. Sa croûte glacée cache probablement un océan en dessous. Et à cause de la gravité de Jupiter qui affecte Europe, l'océan n'est pas gelé mais reste liquide. L'océan pourrait même être chaud sous cette croûte glacée, peut-être grâce à des cheminées hydrothermales. Encelade, l'une des lunes de Saturne, a peut-être encore plus de chances d'abriter la vie qu'Europe. Et c'est l'un des meilleurs candidats pour avoir un bel océan chaud et salé sous la surface. Il possède les geysers de glace les plus impressionnants, qui projettent dans l'espace environ 1000 tonnes d'eau chaque heure, accompagnés de sel, de molécules organiques et d'autres matériaux. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser.
Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors,
tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Mette tes lunettes de soleil, car Mercure est un point chaud. Depuis la surface de cette planète, le Soleil semble 3 fois plus grand que depuis la Terre, et la lumière y est 11 fois plus brillante. Mercure tourne peut-être moins vite que la Terre, mais elle sait quand même s'amuser. Sur cette planète, une journée dure 59 jours terrestres, mais ne t'inquiète pas, car une année sur Mercure ne dure que 88 jours après tout. Donc, si tu as toujours rêvé de devenir centenaire, contente-toi de diviser ton âge par 0,25. Ou multiplie-le simplement par 4. Tu obtiendras ainsi ton âge mercurien approximatif. C'est simple comme bonjour. N'oublions pas non plus l'orbite bizarre de Mercure. Pour 2 révolutions autour du Soleil, elle effectue 2 tours sur elle-même. Cela signifie que chaque hémisphère bénéficie d'une année complète de lumière du jour, suivie d'une longue nuit. Les fuseaux horaires seraient un incroyable micmac sur cette planète. C'est pourquoi nous nous en tiendrons à l'heure de Paris. Son de reniflement. Burke, quelqu'un a-t-il oublié de sortir les poubelles? Pourquoi ça sent l'œuf pourri ici? Ah, désolé, c'est parce que nous nous trouvons maintenant sur Vénus et ces nuages fétides ne sentent vraiment pas la rose. Le jour d'une planète correspond essentiellement au temps qu'il lui faut pour effectuer un tour complet sur son axe. Vénus prend clairement son temps pour le faire, bien plus lentement que la Terre, à vrai dire. Ainsi, un jour sur Vénus dure 243 jours terrestres, soit près de 6000 heures. C'est là que les choses se compliquent. Comme le jour de Vénus est extrêmement long, nous utilisons en fait le jour terrestre comme norme pour mesurer le temps sur la planète. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul fuseau horaire pour toute la planète. C'est pratique, non? L'année vénusienne est d'environ 225 jours. Ainsi, si tu fêtais le Nouvel An sur Terre en l'an 2000, il s'agirait de l'année 3251 de Vénus. Pour mesurer le temps sur Vénus, nous pouvons nous rapporter à l'année locale, composée de 225 jours terrestres. Mais tous les 3 ans environ, se trouve une année supplémentaire plus brève, composée de seulement 224 jours. Les années bissextiles existent aussi sur Terre, mais elles fonctionnent dans l'autre sens. Nous voici arrivés sur la planète Terre. Wouhou! Combien de fuseaux horaires avons-nous sur cette grosse boule bleue? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Il y en a 24. Et savais-tu qu'il est tout à fait permis de jouer avec ces fuseaux? En effet, dans environ 80 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, existe ce qu'on appelle l'heure d'été. Il s'agit d'avancer les horloges d'une heure pendant l'été afin de pouvoir profiter de ce doux soleil. Mais attention, chaque pays a ses propres règles concernant l'heure d'été. Alors assure-toi de ne pas faire la grasse matinée le jour même où tu étais censé travailler 1 heure plus tôt. Certaines régions ont même des fuseaux horaires qui diffèrent de la norme universelle d'une demi-heure ou d'un seul quart d'heure. Peux-tu imaginer que la Lune dispose de son propre fuseau horaire?
L'Agence spatiale européenne a annoncé lundi qu'il était temps que la Lune ait son propre fuseau horaire synchronisé. Alors que de plus en plus de pays et d'entreprises privées prévoient des missions vers notre proche satellite, il est important que nous nous entendions en matière de maîtrise du temps. À l'heure actuelle, chaque mission emporte avec elle le temps universel coordonné de la Terre, ce qui ne pose pas de problème lorsqu'il n'y a que quelques missions à la fois. Mais avec des dizaines de missions lunaires prévues au cours des prochaines années, les choses vont devenir délicates. Nous avons besoin d'un système pour nous assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Autrement, nous nous retrouverons avec différents engins spatiaux désynchronisés les uns des autres. Et personne ne veut d'un tel chaos dans l'espace. La précision de l'heure est essentielle, autant pour la communication que la navigation. Il faut donc trouver un moyen de s'assurer que chacun soit en mesure de s'accorder avec les autres. L'Agence spatiale européenne n'a pas encore déterminé la forme exacte que prendrait ce nouveau fuseau horaire lunaire, mais elle y travaille. Devrait-il y avoir une seule organisation responsable du maintien de l'heure lunaire? Ou devrions-nous laisser la Lune fixer son propre horaire? Et qu'en est-il de ces fuseaux horaires plus granulaires, basés sur la position du Soleil? Autant de questions importantes auxquelles il conviendra de répondre. Pour ce qui est d'une journée sur Mars, elle ne diffère pas beaucoup d'une journée sur Terre. On parle là de 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Une année martienne correspond à une année terrestre, 8, ce qui signifie que l'année terrestre 2000 s'est produite en l'an martien 1063. J'allais oublier de mentionner que l'année martienne compte 668 jours locaux. Nous avons réglé la question du calendrier martien, mais Mars aura besoin de ses propres fuseaux horaires. En raison de son orbite allongée, la différence entre les heures d'été et d'hiver sera importante. L'heure d'été sera un impératif sur Mars. Un an sur Jupiter dure presque 12 années terrestres. Oui, c'est l'équivalent d'une vie entière pour un chien. Mais nulle inquiétude. Jupiter comporte 12 saisons différentes, histoire de ne pas s'ennuyer, chacune d'entre elles étant presque aussi longue qu'une année terrestre. Sauf que sur Jupiter, une journée ne dure que 9 heures et 55 minutes. De plus, comme celle-ci n'a pas de surface solide, les nuages se déplacent à des vitesses différentes, de sorte que 2 stations atmosphériques flottant librement pourraient se retrouver à 2 jours différents. Si nous vivions sur Jupiter, nous aurions bien besoin d'une application permettant de suivre toutes ces choses. Quoi qu'il en soit, si nous terraformons un jour la région de Jupiter, la majeure partie de sa population continuera à vivre sur ces nombreuses lunes, car l'atmosphère de la planète est tout simplement ingérable. De plus, les périodes de révolution des lunes sont synchronisées entre elles. Nous pourrions donc utiliser le même système de décompte des jours pour toutes les lunes. Sur Io, nous pouvons avoir 2 jours joviens, standards, en un seul jour terrestre. Comment convertir tout cela? Eh bien, nous pourrions avoir 1 minute de 53 secondes et 1 heure de 103 minutes. On peut aussi s'en tenir aux minutes et aux heures terrestres, et avoir une journée de 21 heures et 13 minutes. Quel âge as-tu? J'ai 200 jours et toi? Cela nous semblerait bien étrange à nous habitants de la Terre, mais les gars sur Saturne décompteraient leur âge en jours. Une année sur Saturne, c'est très long, plus de 29 années terrestres. Les enfants n'auraient droit qu'à une fraction d'année, tandis que les plus âgés excéderaient rarement 3 ans. Ainsi, pour garder une trace du temps sur Saturne, nous pourrions diviser une année saturnienne en 29 ou 30 saisons. Fait amusant, Saturne n'a même pas de surface solide non plus. Il n'y a que des nuages en rotation qui tournent à des vitesses différentes. Mais nous pourrions tout de même y installer des ballons de recherche ou d'extraction d'hélium capables d'y flotter. Une année uranienne dure 84 années terrestres. Pour faciliter les choses, nous nous en tiendrons donc aux années terrestres pour nos calculs, et les années uraniennes, naturelles, pourront être utilisées pour des occasions spéciales, comme le fait d'atteindre l'âge canonique d'une seule année uranienne. Comme Uranus n'a pas de surface solide, la période de rotation est très variable. Seules les missions scientifiques et les sociétés d'extraction d'hélium sont assez audacieuses pour s'aventurer dans cette atmosphère. De plus, chaque lune a son propre système de calendrier. Plutôt déroutant. La plupart des gens ne fêteront jamais une année neptunienne cependant. 1 an sur Neptune, c'est vraiment beaucoup trop long pour que nous autres, humains, restions dans les parages. Mais ne t'en fais pas. Nous déballerons quand même les confettis et les cotillons pour les grandes occasions, comme lorsque cela fera 2 ans que le premier vaisseau spatial aura atteint Neptune. Le reste du temps, nous utiliserons les années terrestres pour tous nos besoins propres.
Pluton met 240 années terrestres pour tourner autour du Soleil, ce qui est beaucoup trop long pour faire office d'année civile dans notre vie quotidienne. Un jour sur Pluton équivaut presque à une semaine sur Terre. Pour garder une trace du temps, nous allons donc diviser cette durée en 6 jours plutoniens standards, 3 de lumière et 3 de pénombre. Cela signifie qu'un jour standard sur Pluton durera un peu plus qu'un jour terrestre. L'axe de Pluton étant très incliné, il serait inutile d'utiliser des fuseaux horaires. Nous utiliserons donc un seul fuseau pour l'ensemble du système. C'est très simple quand on y pense. Quant à l'année plutonienne standard, elle sera presque la même que l'année terrestre, environ 343 jours. Mais une fois tous les 10 ans, nous ajouterons un jour supplémentaire, juste pour le plaisir. C'est tout pour l'instant. À bientôt sur Pluton. Que diriez-vous de jouer au golf, non pas sur Terre, mais sur la Lune? Remontons 50 ans en arrière. Un astronaute a transformé la surface lunaire en un parcours de golf super insolite, du jamais vu. Tous les golfeurs vous diront à quel point il est difficile d'éviter les fosses de sable. Maintenant, imaginez Alan Shepard, un astronaute de la NASA, se débattant sur une surface toute de poudre très fine. Au cours de la mission Apollo 14, il a fait une pause pour montrer ses talents de golfeur de l'espace à tous ceux qui le regardaient depuis la Terre. Après son premier coup, il s'est empressé d'en faire un autre. La balle semblait aller à l'infini. Revenons un instant à notre réalité. Grâce aux recherches de l'United States Golf Association, ou USGA, nous disposons de quelques chiffres. Les chercheurs ont constaté que la première balle lunaire d'Alan a parcouru 22 mètres, et la seconde 37 mètres. La comparaison avec les coups de golf sur Terre? Dans des conditions normales de gravité, la balle parcourt en général une centaine de mètres. Une technique parfaite sur Terre, grâce à la technologie et à l'entraînement, ne veut donc pas dire que nous serions forcément des champions sur la Lune. Mais rendons hommage à Alan. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il ne disposait même pas d'un vrai club. Il avait dû en fabriquer un en attachant à un collecteur d'échantillons lunaires une tête de club emportée à bord de la mission. Et puis imaginez-vous aussi qu'il portait une combinaison très peu pratique. Un swing dans une tenue rigide comme du carton? Pas facile. Par conséquent, Alan ne put faire son swing qu'avec une seule main. Envie d'essayer? Vous ne pourrez peut-être pas jouer au golf sur la Lune de sitôt, mais vous pouvez essayer de jouer sous l'eau. On dit que les conditions y sont similaires. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. L'USGA ne s'est pas contenté de croire Alan sur parole. Les chercheurs ont décidé de mener l'enquête. Pour commencer, ils ont utilisé des images hyper sophistiquées de la mission Apollo 14. Ils ont également utilisé les images de haute qualité prises avec la Moon Camera de la NASA, lancée en 2009. À l'aide de ces images, ils ont pu retracer le trajet de ces 2 balles de golf. Alan est tombé amoureux de son club de golf lunaire, et il l'a rapporté sur Terre. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais voilà, en ce temps-là, les astronautes abandonnaient certains objets inutiles sur la Lune, afin de faire de la place pour les échantillons. Mais il emporta son club. Ainsi, dans les années 70, ce club de golf de l'espace s'est retrouvé exposé dans le musée de l'USGA, dans le New Jersey. Contrairement aux clubs ordinaires, celui-ci avait une particularité. Fabriqué en aluminium et en téflon, il était conçu pour se plier afin de prendre le moins de place possible dans un module lunaire. Mais comment cette idée de faire du golf sur la Lune a-t-elle vu le jour? Eh bien, en 1970, la légende du golf Bob Hope a rendu visite à la NASA. Inspiré par la passion du champion, Shepard a eu une idée, du golf sur la Lune. Pour réaliser son rêve, il a travaillé avec un professionnel de ce sport, ainsi qu'avec des techniciens de la NASA. Ensemble, ils ont fabriqué un club qui répondait aux strictes normes de sécurité de l'agence spatiale. Mais attention, Alan ne voulait pas faire quelque chose de simplement extravagant. Souvenez-vous, voyager sur la Lune nécessitait des protocoles très stricts. Il ne partait pas faire un pique-nique là-haut. Alan s'est donc assuré que les responsables de la NASA étaient d'accord avec cette petite partie de golf impromptue. Au début, ils furent sceptiques, mais ils donnèrent finalement leur feu vert après qu'Alan ait exposé son plan. Il leur a promis qu'il ne jouerait que si tout se passait bien lors de la mission. Déterminé à atteindre la perfection, Alan s'est préparé comme un champion. L'histoire raconte qu'il enfilait sa lourde combinaison spatiale et allait s'entraîner dans des endroits secrets. Des décennies plus tard, il pense encore à son escapade lunaire. Il est le seul golfeur à avoir jamais swingé sur la Lune.
Les astronautes n'ont pas seulement laissé des balles de golf lors de leur voyage. Ils ont en fait abandonné un grand nombre d'objets sur la Lune entre 1969 et 1972, l'année du dernier alunissage. Chaque fois que vous admirez la Lune, souvenez-vous qu'il y a là-haut une jolie photo de famille, d'énormes gadgets scientifiques, une petite statue, un tas de sacs de déchets, et, aussi, quelques drapeaux américains. Les années ont passé, et techniquement, ces objets sont toujours sur la Lune. Mais dans quel état, nous l'ignorons. Les conditions sont plutôt difficiles sur la Lune. Certains objets avaient une place spéciale dans le cœur des astronautes, mais devaient quand même être abandonnés. Mais bon, laisser certaines choses signifiait qu'ils pouvaient ramener des échantillons très précieux. Vous connaissez bien ça. C'est comme quand vous devez faire de la place dans votre valise pour vos souvenirs à la fin des vacances. La NASA a-t-elle une liste complète des choses abandonnées sur la Lune? Non, pas vraiment. En fait, une équipe a essayé de créer une liste de tous ces objets. Et ils ont pu compter jusqu'à 600 articles appartenant à la seule mission Apollo 11. Et c'est sans compter les célèbres empreintes de pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le matériel scientifique constitue l'essentiel des objets les plus volumineux sur chaque site d'atterrissage. Il y a par exemple des pièces de modules et des instruments permettant l'étude du sol lunaire. Mais on trouve aussi de très beaux témoignages. La plaque d'Apollo 11, ou un disque spécial contenant des messages de dirigeants du monde entier. Certains affirment que les astronautes ont également emporté des médailles en souvenir de cosmonautes héroïques, et qu'ils ont même laissé un rameau d'olivier en or, symbole de paix. Les missions lunaires ultérieures furent un peu plus amusantes, comme celle d'Alan Shepard et sa partie de golf. Mais c'est Charlie Duke qui remporte la palme de l'émotion. Lors de la mission Apollo 16, il a laissé une photo de sa famille Belobo. Il voulait ainsi qu'ils fassent eux aussi partie de l'aventure. Cependant, ces photos n'ont probablement pas bien vieilli en raison de la forte exposition de la Lune au rayonnement solaire. Il y aurait même un musée d'art, là-haut sur notre satellite. Je m'explique. On y a déposé une petite œuvre d'art appelée le Moon Museum. C'est une puce en céramique de la taille d'un ongle. Elle a été créée par un artiste nommé Forrest Myers. Ce minuscule objet présente des œuvres d'art miniatures de 6 artistes de talent. Parmi eux, on trouve par exemple le célèbre Andy Warhol, l'artiste de génie connu pour ses boîtes de soupe emblématiques et ses portraits de célébrités. Forrest Myers a déclaré qu'il voulait que son mini-musée soit déposé sur la Lune. Mais il y avait un problème. Les responsables de la NASA n'étaient pas d'accord. Cependant, Myers a déclaré dans la presse qu'il avait remis sa puce à un ingénieur travaillant sur la mission Apollo 12. Selon Myers, cet ingénieur a secrètement caché le musée de la Lune sur une des jambes de l'atterrisseur. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ces atterrisseurs lunaires ne reviennent pas sur Terre après leur mission. Prenez ceci avec des pincettes, cependant, car la NASA n'a jamais confirmé cette histoire. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils laissé toutes ces choses? Parfois, c'était dans un but précis. D'autres fois, c'était purement pratique. À un moment, on a dit que lors de la mission Apollo 11 par exemple, une décision devait être prise. Les astronautes devaient rapidement déterminer ce qui était essentiel pour leur voyage de retour. Et ils ont dû créer une espèce de décharge, laissant à cet endroit tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Abandonner des choses sur la Lune n'est pas si différent de ce que nous faisons sur Terre. Tout comme les archéologues font des fouilles pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, les objets laissés sur la Lune marquent le passage de l'homme sur le satellite. Certains objets avaient rempli leur mission. Par exemple, le mât du drapeau, ou la caméra ayant servi à diffuser ces pas de géants si célèbres. Et de nombreux outils utilisés par les astronautes pour collecter des échantillons ont été laissés sur place, car il y avait des choses bien plus précieuses à rapporter sur Terre, des cailloux lunaires. En ce qui concerne l'état actuel de tous ces objets, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous savons que l'observateur lunaire de la NASA a détecté certaines de leurs ombres, et qu'ils sont donc toujours là-haut. Le matériel de travail avait été construit pour durer. Il se pourrait donc qu'il soit en bon état. Mais tous ces objets personnels, ils sont probablement méconnaissables aujourd'hui.